Bienvenue à tous dans l'émission Espace Éco. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous pencher sur l'épineux problème que posent les offres anormalement basses dans les commandes publiques. Cette pratique dommageable tant pour les entreprises que pour les maîtres d'ouvrage est dénoncée comme étant nuisible à la compétition loyale entre les candidats à un appel d'offres et un facteur de perturbation des procédures d'attribution. En effet, les offres anormalement basses compromettent les chances d'égalité de traitement des candidats à un marché public. Ces offres mettent également en péril la bonne exécution des marchés, étant donné que les prix des prestations y sont généralement sous-évalués, ce qui, bien évidemment, jette des suspicions sur la qualité des prestations proposées par l'entreprise soumissionnaire. Qu'est-ce qui peut bien pousser une entreprise à recourir à ce genre de pratique ? Comment donc détecter et éviter le piège quand on sait que l'un des grands principes de la commande publique est qu'il faut attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse ou, comme on le dit couramment, au moins-disant? Que prévoit le Code des marchés publics en la matière? Voilà quelques-unes des préoccupations auxquelles mes invités vont apporter des éléments de réponse, des invités que je vous invite à découvrir juste après une petite pause. Pour donc débattre aujourd'hui de la question des offres anormalement basses dans les marchés publics, je reçois sur ce plateau deux spécialistes. L'un exerce en Europe et l'autre en Afrique. Il s'agit tout d'abord de M. Patrick Dadi. Bienvenue à vous. Bonjour Madame Amansou. Vous êtes un expert en marché public et en face de vous, nous avons M. Jean-Marie Chabi-Yahi. Bienvenue à vous également. Merci, Madame. Vous êtes un ingénieur en génie civil, spécialiste en passation des marchés et chef de la cellule de passation de marché à l'AGETIP Bénin, entendez, Agence de gestion des travaux d'intérêt public. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, de nous commençons par vous, monsieur Yahi. Quand on dit chef cellule passation des marchés, qu'est-ce qu'on doit exactement entendre par là? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière votre titre? Merci, madame. En fait, la passation des marchés, c'est le fait de mettre en concurrence des candidats sur des critères bien définis. C'est-à-dire, c'est une procédure qui part de la mise en concurrence jusqu'à l'élaboration du marché. La cellule de passation des marchés, c'est une cellule qui s'occupe du recrutement de prestataires, chez nous au sein de la l'AGETIP Bénin bien sûr, le recrutement des prestataires, entreprises, fournisseurs, consultants, et en tenant compte bien sûr de la procédure et du Code des marchés publics. Alors, M. Dadi, quand on parle, pour revenir au terme de cette émission, quand on parle d'offres anormalement basses dans les commandes publiques, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Alors, et pourquoi la question suscite tant de polémiques? Il y a quelque chose de paradoxal dans ce concept. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de définition normée de l'offre anormalement basse. L'offre anormalement basse découle bien souvent d'un constat. D'un constat où, en fonction de l'estimation du pouvoir adjudicateur, de l'acheteur public, il se rend compte qu'il y a une ou deux offres parmi la panoplie d'offres qu'il a reçues qui est complètement en dessous de son estimation ou de la moyenne constatée dans le secteur d'activité pour lequel il contracte. Et à ce moment, dit, avant de lancer l'offre, l'adjudicateur aussi
calcule déjà à peu près ce qu'il pourrait dépenser, c'est ça? C'est ce qu'on appelle une estimation de besoin en amont. À partir du moment où un besoin survient, il faut l'estimer, il faut faire un calcul, pas forcément savant, mais il faut avoir une estimation au moins en grosse maille de ce qu'on va dépenser, de prévoir le budget afférent. Et en fonction de cette estimation, on va recevoir des offres ou qui sont dans la fourchette de l'estimation, ou qui sont en dessus, ou qui sont en deçà. Et ceux qui sont, les offres qui sont en deçà, on va constater à un moment donné où qu'elle est anormalement basse pour pouvoir remporter le marché, puisque vous le disiez en introduction, c'est l'offre la moins disante qui est souvent retenue, mais il va falloir à un moment donné évaluer cette anomalie de l'offre anormalement basse pour savoir si elle est vraiment anormalement basse ou si elle convient à un certain nombre de critères que nous allons voir un peu plus tard certainement. Alors Monsieur Yahi, dans l'exercice de votre fonction à la GT Bénin, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de cas? Plusieurs fois. Ça arrive régulièrement d'ailleurs, puisque dans la procédure, il a été dit que celui qui est moins cher qui gagne le marché. Mais l'offre la moins disante, au fait, ce n'est pas nécessairement l'offre anormalement basse. Parce qu'il y a des critères. Il faut que le soumissionnaire, tel qu'on le dit, remplisse les conditions d'éligibilité et de qualification surtout, sur le plan technique et administratif, avant qu'on aille à son offre. Donc ça signifie que celui qui propose une offre anormalement basse doit déjà remplir les conditions de qualification et avant qu'on évalue son offre pour savoir si elle est anormalement basse ou pas. Maintenant, l'offre anormalement basse, dans le cas général, c'est une offre dont le prix est totalement déséquilibré et qui ne rentre pas d'abord dans l'évaluation confidentielle, puisqu'il y a une évaluation qui se fait du produit qu'on veut peut-être acheter ou bien acquérir. Il y a une évaluation, on connaît le prix. Donc l'offre anormalement basse, c'est une offre qui est beaucoup moins que le prix d'achat. Or, l'entrepreneur veut vendre, le soumissionnaire, le candidat veut vendre. Mais s'il est moins cher déjà que le prix d'achat sur le terrain, c'est qu'il ne peut pas fournir les prestations à l'autorité contratante dans de bonnes conditions. Et dans ces conditions, vous faites quoi quand vous vous retrouvez devant de telles offres? Oui, effectivement. Nous travaillons avec plusieurs partenaires financiers, dont surtout la Banque mondiale, qui n'accepte pas qu'on écarte souvent l'offre la moins disante, si elle remplit les conditions d'éligibilité, ce qui fait que nous n'arrivons pas à les écarter. Mais à la date d'aujourd'hui, avec la nouvelle procédure de la Banque mondiale, ils ont introduit la notion d'offre anormalement basse, ce qui nous permettra désormais de les éviter. Alors, M. Patrick Dadi, qu'est-ce que les propos de M. Yahi vous inspirent? Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je vais émettre une prudence. C'est de dire que le prix en soi ne constitue pas une offre anormalement basse. Je vais prendre un exemple type. Prenons une entreprise de travaux qui gagne un marché, mais qui, à côté du lieu d'exécution du marché, a déjà un chantier qu'il est en train d'exécuter. Ça veut dire qu'au moment d'exécuter le nouveau marché, il n'aura pas forcément de problème de déploiement. Il n'aura pas de problème de transfert de ses agents. Donc, le prix que lui a coûté... Ce qui pourrait justifier justifier son offre, pourrait justifier qu'il ait une marge moindre par rapport à son premier chantier. Donc, c'est vous dire en soi que le prix n'est pas forcément quelque chose qui permet de qualifier une offre d'anormalement basse. Il faut aller un peu plus loin. En fait, il faut mettre en parallèle le prix avec les critères techniques inclus dans le cahier des charges. En plus de ça, il faut avoir une analyse fine. Il faut pas simplement, au vu du dossier de l'entreprise soumissionnaire, décider que l'offre est anormalement basse. C'est-à-dire que la suspicion d'offre anormalement basse doit déclencher ce que nous appelons une procédure contradictoire. C'est-à-dire poser des questions à l'entreprise pour qu'elle vienne justifier ce qui lui a permis de proposer cette offre. Et c'est seulement après
la réception de ces justifications que le pouvoir adjudicateur va se dire, OK, j'analyse les éléments de réponse de l'entreprise et je décide in fine si je retiens ou si je rejette. Finalement, c'est à l'intuition qu'il faut choisir? Absolument. C'est à l'intuition. C'est à l'intuition parce que en fonction déjà de l'estimation et en fonction de ce qu'on détecte. Mais après, il y a des analyses fines. Il y a des critères, par exemple, qui incitent à mettre en amont ce qu'on appelle une formule mathématique, qui permet en réalité de déclencher un seuil d'anomalie par rapport auquel on va calculer la moyenne des offres reçues et permettre de voir si l'offre qu'on juge, enfin qu'on estime anormalement basse, entre dans cette moyenne ou est en dessous. Parce que si on ne fait pas ça et si on ne procède pas par la procédure contradictoire, on risque de faire preuve d'une discrimination indirecte. Et ça, c'est complètement interdit dans le code, bien évidemment. Alors, M. Yahi, supposons que vous vous retrouvez, vous lancez une offre, vous lancez un appel d'offres, voilà, et vous recevez beaucoup de candidats, disons une vingtaine de candidatures. Vous finissez par choisir une offre et vous vous rendez compte pendant l'exécution que vous vous êtes trompé. Vous faites comment? On s'est trompé parce que sûrement l'entreprise attributaire n'a pas pu exécuter les travaux. Exactement. Mais il y a des garanties. Il y a des garanties. On appelle, il y a la garantie de bonne exécution qui nous permet en ce moment-là de faire une résiliation de contrat avec cette entreprise et de faire une réévaluation et attribuer le marché à une autre personne. Dans ce cas, on saisit sa caution de bonne exécution. C'est sa caution. Bon, je voudrais quand même ajouter que M. Patrick vient de dire que les prix ne constituent pas réellement, effectivement, les prix ne constituent pas réellement après l'examen des offres, de déterminer une offre anormalement basse. Mais les prix constituent la chose essentielle, puisque nous mettons, en cas de travaux, je parle en cas de travaux, nous demandons des sous-détails des prix aux entreprises qui nous fournissent des sous-détails des prix, telle chose, je l'achète à tel montant, la main-d'œuvre est telle, je gagne tel là-dessus. Vous voyez, si plusieurs prix sont évalués vraiment très bas, on juge déjà l'offre anormalement basse et on demande à l'entreprise effectivement de nous fournir des éléments, voilà, qui nous permettent d'analyser ces prix. Et au cas où il le fournit, si nous jugeons toujours qu'on n'est pas satisfait, on lui demande de porter sa garantie de bonne exécution à un montant plus élevé. Le seuil, c'est 20%. Sinon, la garantie de bonne exécution dans le code varie entre 5% et 10%. Mais on lui demande d'apporter ça à 20% pour nous permettre de couvrir, en cas d'abandon des travaux, de couvrir les frais supplémentaires qui pourraient y résulter. Vous avez déjà eu affaire à ce genre d'entreprise à la GTIP, par exemple? Bien sûr, plusieurs fois. Et comment ça finit? Plusieurs fois. Bon, en fait, actuellement, il y a même un coût. Nous résilions le contrat. Passons à la résiliation du contrat. Nous faisons la saisie de sa caution de bonne exécution et nous attribuons au deuxième qui vient. Et vous n'êtes pas perdant dans ces cas-là? Oui, il y a des moments où nous sommes perdants. Déjà, vous perdez du temps? On perd du temps. On perd du temps, ça, énormément de temps, puisque on reprend encore la procédure. On perd du temps. On perd aussi de l'argent, puisque il est évident que le deuxième est plus cher. Et il y a même des moments où la garantie de bonne exécution ne couvre pas le gap qui se crée après avoir passé le marché à une autre entreprise. Voilà, donc c'est ça, nous crée énormément de problèmes. Nous sommes obligés de demander des avenants, disons, à notre convention parfois, pour pouvoir faire face à cette situation. Voilà.
Patrick Dadi, finalement, quand on parle d'offres à la moins disante, est-ce que c'est finalement le bon critère pour choisir? Oui, ça reste indubitablement le bon critère. L'offre la moins disante... Les entreprises peuvent jouer dessus. Absolument. L'offre la moins disante, ce n'est pas l'offre la plus basse. Attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le prix en soi n'est pas le seul critère d'appréciation d'une offre anormalement basse. Il faudrait mettre en corrélation du prix le critère technique et peut-être d'autres critères. Je ne sais pas si les critères environnementaux sont des critères qui sont mis dans les marchés publics ici. Donc il est clair qu'il faut faire une analyse globale de la soumission et pas simplement le prix. Quelque chose qui peut justifier aussi que le prix ne soit pas le seul critère, c'est de prendre par exemple un candidat qui, a priori, a une offre anormalement basse et on se rend compte que tous les autres candidats se sont entendus pour faire un prix élevé. Du coup, c'est pas lui son prix qui est anormalement bas, c'est plutôt les autres qui font preuve d'entente, qui sont anormalement hauts. Vous voyez ? Donc, des fois, l'offre anormalement basse, c'est quelque chose de très fin. Et si on n'y prend pas garde, on décide tout de suite, parce que lui, il est bas, et bien on l'élimine. C'est pour ça que j'ai dit, on ne juge pas une offre anormalement basse, mais on suspecte une offre anormalement basse. Déjà parce qu'on n'est pas juge, première chose, on analyse une offre et on donne l'occasion aux candidats soumissionnaires suspectés d'avoir une offre anormalement basse, de se justifier, d'avoir une procédure contradictoire et surtout d'avoir une analyse fine par rapport à ce qui se fait couramment dans le secteur. C'est quelque chose de très pointu et c'est pour ça, moi, il est évident que les chargés de marché public de la qualité de monsieur Yahi doivent vraiment faire passer le savoir et former les acheteurs publics à cette façon économique de qualifier une offre, d'apprécier une offre, d'aller non seulement dans la technique, dans le prix, dans la structure du prix, pour pouvoir détecter l'offre anormalement basse, en tout cas la suspecter, la juger, l'analyser, le filer avant de prendre une décision. Je l'ai dit à l'entame, monsieur Dadi, que vous exercez en Europe. Est-ce que vous êtes souvent confronté à ce genre de cas? Je crois que c'est la hantise de tout acheteur. Être confronté à une offre anormalement basse et d'avoir à attribuer une offre anormalement basse et d'être obligé de revenir sur cette offre et de reprendre la procédure, c'est vraiment la hantise de tout acheteur. Déjà parce qu'on n'aime pas être pris à défaut, et aussi parce que c'est une perte de temps, une perte d'argent, et aussi les agents sont un peu lassés d'entamer une procédure, d'aller jusqu'au bout et de voir tout recommencer. C'est une mise en cause personnelle. Évidemment qu'on est confronté à ça, parce qu'aujourd'hui c'est la crise. C'est la crise et que les entreprises, quelquefois, veulent rogner sur leurs marges pour pouvoir gagner des marchés en se disant, au moment où on va exécuter le marché, on se rendra compte qu'ils n'y arrivent pas et on sera obligé de faire des avenants. On en est même arrivé aujourd'hui, dans la nouvelle réglementation française, à supprimer la notion d'avenant. C'est-à-dire que on donne l'obligation au pouvoir adjudicateur de bien estimer son besoin, de bien le valoriser. Mais si en temps il s'était trompé, il peut se tromper parce que l'erreur est humaine. Mais à partir du moment où il s'est trompé, il en prend la responsabilité. Il prend la responsabilité de ne pas respecter les délais, de ne pas respecter ses obligations en termes de réalisation de l'ouvrage par rapport à ses besoins. Et après, c'est lui, il va se justifier par rapport à son retard. Ce n'est pas la faute du soumissionnaire. Lui, il a fait une offre. Et à partir du moment où il a fait une offre, il attend à ce que l'offre soit acceptée ou non. Après, c'est pour ça que je vous dis, c'est une suspicion et c'est surtout la vigilance de l'acheteur public pour suspecter tout ça, pour analyser tout ça et l'inclure dans son délai, dans son chronogramme de réalisation de sa consultation de marché public. Alors, messieurs, maintenant, nous allons faire un petit exercice. On va se mettre à la place des soumissionnaires. À votre avis, qu'est-ce qui motive ce genre d'offre qu'ils proposent ? Monsieur Yahi. Oui, merci madame. Qu'est-ce qui peut amener un entrepreneur à proposer ce genre d'offre, sachant pertinemment qu'en gagnant le marché, il ne pourra peut-être pas aller jusqu'au bout? Oui, l'entrepreneur, pour lui, c'est de gagner le marché coûte que coûte. Coûte que coûte, parce qu'on dit que c'est celui qui est moins cher. Une chose est de gagner, une chose est d'exécuter. Voilà. C'est deux choses différentes. Et surtout d'y mettre la qualité, parce que finalement, c'est la qualité qui prend un coup. Voilà, pour lui, il faut qu'il gagne. Qu'il gagne, parce qu'en gagnant, il a du travail. Il fait travailler. Il ne sait pas qu'il est en train de perdre. Il faut dire que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas formés. Surtout pour faire les prix. Parce que c'est important de les former. Pour qu'ils sachent, en réalité, au niveau de chaque prix, au niveau de chaque composante, qu'est-ce qu'il faut mettre. J'achète
et je dois vendre, je dois gagner. Il faut connaître le prix d'achat et savoir à combien il faut gagner. Combien on peut le vendre et combien on peut gagner dessus. C'est ceux qui ne font pas. Prennent peut-être, ils ont déjà eu une fuite de l'enveloppe financière sans savoir que c'est une estimation fausse. Ils se basent là-dessus pour faire leur prix. Et après, ils se retrouvent quand même perdants. Ils perdent beaucoup. Et je pense qu'il faut les former. Parce que pour eux, il faut coûte que coûte gagner le marché. On a dit que c'est celui qui est moins disant. Le moins disant pour eux, c'est celui qui est moins cher. Alors que, au fait, c'est pas parce que le prix est totalement bas qu'on gagne le marché. Il faut remplir les conditions. Il y a des conditions à remplir, les critères bien définis dans les dossiers de consultation qu'il faut remplir avant d'en aller au prix. Donc, il faut que nos entrepreneurs, il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils se fassent former, pas des spécialistes formateurs de rang de M. Dadi, Patrick. Et je pense que à la fin de l'émission, ils auront sûrement le contact de M. Dadi pour le contacter. Alors, Patrick Dadi, vous, entrepreneur, qu'est-ce qui peut vous amener à recourir à ce genre de pratique? Vous êtes très dur de me prendre pour un schizophrène. Parce qu'être un spécialiste de marché public et se mettre à la place d'un entrepreneur, pourquoi pas. Je suis une entreprise, je soumissionne à un marché. La première question que je dois me poser, c'est de dire quel est le prix que je dois pratiquer pour me rendre compétitif. Mais si j'en arrive à me poser cette question, c'est que j'ai réglé le problème de la qualité. J'ai réglé le problème de la bonne exécution du marché. Donc, il faut que je sois cohérent avec ce que je propose en termes de qualité technique de mon offre et que je mette en relation avec le prix. Maintenant, si je propose quelque chose de bas, il va falloir aussi que je m'apprête à le justifier. Il faut par exemple que je puisse dire que mon prix est bas parce que j'ai recours à une innovation dans le secteur, une innovation technique qui permet de baisser les coûts de production. Parce que j'ai recours à une technique qui me permet de mutualiser les différents marchés que j'ai déjà dans ce même secteur. C'est des choses qui peuvent se justifier. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas parce que c'est le prix moyen qui est pratiqué dans le secteur que je suis en dessous de ce prix moyen que je suis forcément bas. Maintenant, si je suis en baisse d'activité, oui, c'est un subterfuge auquel je pourrais avoir recours. Ne dites pas que je l'ai dit. C'est un subterfuge auquel je pourrais avoir recours pour gagner le marché et quitte à renflouer les caisses. Pour renflouer les caisses, quitte à procéder par avenant ultérieurement. Ça, c'est une stratégie que tout bon commercial d'une entreprise sait utiliser. C'est ce qu'on appelle le prix d'appel. L'avenant n'est plus permis en France. Maintenant que l'avenant n'est plus permis en France, mais on essaie de faire au mieux pour avoir une vraie structure de prix, pour pouvoir vraiment justifier et rendre carré les choses en amont, pour pouvoir ne pas avoir des surprises in fine au moment de l'exécution du marché. C'est pas toujours évident, mais on essaie d'y arriver. Alors, une solution, par exemple, est-ce qu'on pourrait, quand on propose une offre sur le marché, fixer un prix de base? C'est possible, ça? Non. Non, parce que c'est le jeu de la concurrence. L'un des principes de la commande publique. Ça ne résoudrait pas ce problème-là? Oui, sauf que ça va à l'encontre du principe de la commande publique qui veut que ce soit le jeu de la libre concurrence. C'est vraiment la libre concurrence intégrale et qui permet en fait la libre détermination du prix par chaque entreprise. Et ça, dire qu'on fixe un prix, non, je peux dire que j'ai une estimation. Dans ma consultation, je dis voilà le montant estimé du marché. Ou alors, je fixe un prix maximum des acquisitions que j'aurai à faire sur la période de la durée du marché. Et là, ils savent très bien qu'ils n'auront pas un chiffre d'affaires qui va dépasser ce montant-là. Mais maintenant, il va falloir que l'entreprise puisse faire des prix et se dire qu'en fonction de la quantité estimée de ce que je souhaite acheter, est-ce que je rentre réellement dans l'enveloppe que je me suis fixée pour la période du marché. Derrière ça, ils savent très bien qu'à partir du moment où c'est une estimation, c'est pas une obligation d'acquisition et que des fois, on peut aller au-delà ou même qu'on n'a pas autant de budget. Nous aussi, on essaie de jouer les troubles faits pour pouvoir avoir des leviers de négociation in fine. Alors, M. Yahi, imposer un prix, c'est possible ou pas? Oui, bon. Dans une soumission.
Dans la procédure de recrutement des consultants surtout, il y a 7 méthodes de sélection basées sur un budget déterminé. C'est-à-dire, on fixe le prix, on fixe le budget et on demande aux soumissionnaires de rester dans ces limites. Mais pour les entreprises, pour les travaux, pour les fournitures, ça ne peut pas se faire parce que la concurrence est beaucoup plus forte. Mais finalement, comment corriger la chose? Ces prix anormalement bas, est-ce qu'on pourra les supprimer un jour? Ah non, on ne pourra jamais les supprimer. On ne pourra jamais les supprimer. Comment lutter contre, tout au moins? Comment limiter? On va lutter contre en formant les acheteurs publics, en formant les acheteurs à l'analyse des prix, en formant les acheteurs à l'analyse des coûts de production, en formant les acheteurs à s'intéresser un peu plus au secteur dans lequel ils sont en train de contracter. Vous voulez former les acheteurs et les vendeurs alors? Ah non, les vendeurs, on ne s'en occupe pas. On va plutôt former les acheteurs parce que les vendeurs, ils vont toujours proposer les prix qui les intéressent. Du fait du jeu de la concurrence. Par contre, c'est aux acheteurs de se dire, en fonction de ce que je veux acheter, je connais le prix, je connais les conditions de production de ce que je vais acheter et j'évalue, je fais une analyse fine de ce que c'est et j'invite surtout l'entreprise à justifier ses prix. Et ces prix-là, je vais les comparer à ce qui se fait dans le secteur, je vais les comparer aux autres offres pour pouvoir être sûr que cette offre n'est pas anormalement basse et que si je choisis cette offre, je n'aurai pas des problèmes d'exécution in fine. C'est de la vigilance, c'est de la prudence. Monsieur Yahi, vous disiez tantôt que les entrepreneurs devraient se former. Voilà. Ce n'est pas ce que soutient Monsieur Dadi. Moi, je pense qu'il faut former les vendeurs aussi. Il faut les sensibiliser d'abord et il faut les former. Parce que, après tout, il faut leur montrer qu'ils sont en train de s'enliser, de perdre de l'argent et qu'ils risquent de fermer. Parce qu'en perdant de l'argent, en faisant des pertes, on finit par fermer, on finit par fermer. Je pense qu'il faut les former aussi, et contrairement à ce que M. Patrick a dit. L'acheteur, lui veut acheter moins cher. C'est son droit. Lui veut acheter moins cher. Lui gagne de l'argent en achetant moins cher. Mais le vendeur, lui, l'empêche. Mais il doit tenir compte de la qualité de ce qu'on lui propose. Oui, mais il exige la qualité. Il exige la qualité, puisque les critères sont bien définis. Les critères de qualité sont bien définis. Donc, le vendeur doit pouvoir respecter les critères prédéfinis. Et en respectant les critères... Tout en proposant un prix bas. Oui, tout en proposant un prix bas. Donc, par conséquent, il faut qu'il sache qu'il ne doit pas proposer un prix bas, parce qu'il doit fournir un service de qualité. Alors, monsieur Dadi... J'aimerais bien réagir par rapport à ça. Je n'ai pas forcément dit que les vendeurs ne doivent pas... travailler, on dirait. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il voulait que vous formiez les vendeurs. Oui, je l'entends bien. Merci, monsieur Yahi. On en parlera après l'émission. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que pouvoir adjudicateur, je me suis mis vraiment dans la peau du pouvoir adjudicateur, ce n'est pas à nous de former les vendeurs. Sinon, quels vendeurs on va former? On ne va pas prendre toutes les entreprises du secteur et dire, voilà, on va vous former aux procédures des marchés publics. Donc, le pouvoir adjudicateur, l'acheteur public va former ses agents, mais l'entreprise va former ses vendeurs aussi. Ne vous inquiétez pas, ils sont très bien formés. Les entreprises sont très, très bien formées pour proposer des prix compétitifs pour gagner les marchés. Ils savent comment faire. Ils sont rodés à la négociation, ils sont rodés aux procédures de marché public, ils sont même rodés à la recherche d'informations pour connaître les budgets qui sont affectés aux consultations. Ils savent faire. Ils ont toujours, des espions. Ils ont leur réseau. Ils n'ont absolument pas besoin de nous pour avoir ce type d'informations. Par contre, l'acheteur doit se mettre au diapason justement du vendeur. Parce que le vendeur, il arrive, il a la technicité de ce qu'ils vend, il a le bagou pour vendre son prix. L'acheteur en face, il se dit, on a en face de moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui est très rodé à ce qu'il sait faire, un connaisseur. Et si lui, il se met pas au diapason, par rapport à cette technicité, mais va se retrouver donc, avec une sorte de complexe d'infériorité à tout accepter, à ne pas même remarquer que le prix qui lui est proposé est anormalement bas, et in fine à accepter quelque chose qui va lui induire un défaut d'exécution plus tard. Donc il faut former. Les vendeurs vont se former, mais les acheteurs doivent absolument se former. Une réaction, M. Yahi? Oui, je pense que je suis d'avis. Je suis d'avis avec M. Patrick. Que l'acheteur, effectivement, doit être beaucoup plus formé.
doit être beaucoup plus formé. Effectivement, dans le secteur de passation des marchés au Bénin, pratiquement, il y a moins de qualifications. Moins de qualifications. Dans nos ministères, voilà, les PRMP, c'est souvent les personnes responsables du marché public, c'est souvent les secrétaires généraux du ministère qui n'ont pas la qualification. Enfin, il faut les former, il faut mettre quand même des spécialistes à ce poste-là au niveau de nos ministères. Donc finalement, vous rejoignez là. Je sens que je vais avoir du boulot. Alors, ces fameuses offres à l'emballement basse, Monsieur Dadi, quelles conséquences ça induit? Ça a beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences opérationnelles et des conséquences juridiques. Conséquences opérationnelles, un attributaire d'un marché public avec une offre à l'emballement basse, rapidement, il va se retrouver dans des risques financiers. Alors, on ne va pas pouvoir financer la bonne exécution du marché en fonction des spécificités techniques du marché. Il va se retrouver dans des risques opérationnels dans la mesure où il va se dire je ne peux pas déployer mon chantier, je ne peux pas l'exécuter, je ne peux pas aller au-delà. Il va même se retrouver dans des risques juridiques parce que du coup, il a peut-être pris des sous-traitants qu'il ne peut pas payer. Il a peut-être pris des sous-traitants avec qui la relation devient tout de suite compliquée. Et du coup, le pouvoir adjudicateur va se retrouver à mettre justement en branle la garantie de bonne exécution, à confisquer sa caution. Une caution pour laquelle il a fait un prêt et derrière, il a une offre anormalement basse qui ne couvre même pas la caution. Donc le risque, il est juridique. En mettant aussi en branle la banque, le pouvoir adjudicateur et lui-même et même ses sous-traitants, donc il va avoir des problèmes en relationnel, juridique avec ses contractants. Et derrière, il y a un risque énorme, en plus des délais qui ne seront pas respectés et la satisfaction du besoin qui n'est pas respecté. Le risque est énorme, c'est pour ça qu'il faut vraiment cerner la problématique en amont, former les acheteurs pour détecter ça, être très vigilant par rapport à ça. Et j'insiste, le prix n'est pas forcément le seul critère de qualification d'une offre à l'emballement basse. Il faut vraiment que l'acheteur ait la technicité pour mettre en relation le besoin technique et le prix proposé pour être sûr qu'il est en face d'une offre à l'emballement basse. Monsieur Yahi, vous êtes au quotidien confronté à ce genre de choses. Vous êtes dans l'exécution des marchés. Alors, dans ces conditions, on fait comment? Ceux qui proposent ces prix nous créent beaucoup de problèmes. Non seulement qu'ils ont des problèmes, mais ils nous créent beaucoup de problèmes. Si vous voyez des éléphants blancs, des travaux non exécutés. Exactement. C'est ça. C'est beaucoup plus ça. Parce que actuellement, je pense que il faut qu'on finisse avec. Mais il paraît que c'est aussi parfois avec la complicité des soumissionnaires. Hein? La complicité des soumissionnaires. La complicité de, comment je vais dire, du pouvoir adjudicateur. Du pouvoir adjudicateur. De l'autorité contractante. De l'autorité contractante, justement. Je ne pense pas. L'autorité contractante ne va pas vouloir ne pas exécuter ces travaux dans de bonnes conditions. Parce que déjà, si vous voyez le prix proposé, vous savez déjà, vous suspectez déjà que l'attributaire ne peut pas exécuter les travaux dans les conditions, ne peut pas exécuter les travaux de qualité et dans de bonnes conditions, dans le délai. Non seulement que vous perdez du temps, puisque l'autorité contractante, si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai, il perd plus de temps, il perd beaucoup plus d'argent et aussi il fait face à d'autres difficultés purement juridiques parce qu'il faut saisir la caution, il y a des procédures juridiques qu'il faut mettre en place avant d'aller à la résolution du contrat de l'entreprise. Et vraiment, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Il faut qu'on finisse avec, réellement. Et surtout, comme M. Dadi l'a dit, en formant vraiment l'autorité contractante pour détecter ces offres anormalement basses. Patrick Dadi, tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas possible d'en finir avec. Ah oui, et moi j'aime bien la provocation de votre question tout à l'heure en disant c'est avec la complicité de l'autorité contractante. Parfois, quand l'autorité contractante lance l'offre, il a aussi déjà une petite idée de à qui il veut offrir le marché.
Et avec donc cette complicité, on arrange le dossier de façon à ce que l'offre gagne. Tout à fait. Et c'est aussi avec la marge qui va lui revenir là-dessus. On est d'accord. J'aime bien la provocation de votre question et j'aime bien la radicalité de la réponse de M. Yahi qui dit absolument pas. Bien évidemment. Comment voulez-vous qu'en tant que représentant du pouvoir adjudicateur, je puisse venir sur ce plateau vous dire que l'autorité compétente est complice de ce genre de procédure? Ce n'est pas possible. Regardez-moi dans les yeux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, bien évidemment, on ne va pas essayer de faire de la politique ici. On va essayer de rester dans la technicité des procédures. Normalement, l'autorité contractante n'a pas à se rendre complice de ce genre de procédure. Normalement. Il se porte garant, finalement. Bien sûr, il se porte garant non seulement de l'entreprise, mais surtout de la bonne exécution des travaux, en acceptant l'offre du soumissionnaire. Donc, l'autorité contractante a l'obligation de détecter cette offre anormalement basse pour ne pas donner dans la mauvaise exécution, pour ne pas donner dans le dysfonctionnement technique qui va suivre. Du coup, l'autorité contractante a bien l'obligation de se former et de ne pas se rendre complice. Est-ce que vous avez compris le sens de ma réponse? Je n'ai pas envie de la comprendre. D'accord, on en reparlera. Alors, pourrait-on en finir avec ou pas? Oui. Monsieur Yahi a soutenu qu'il fallait le faire. Oui, bien sûr. Mais il faut le faire. Il faut le faire, comme je dis. Ce n'est pas un jugement au moment de la réception du dossier, c'est de la vigilance et de la prudence. Donc, il faut former les chargés de marché public. Il faut affûter le flair. Il faut affûter le flair, il faut affûter, il faut affûter la façon de ressentir les choses et ne pas hésiter à appeler l'entreprise à se justifier et à pouvoir comprendre les justifications avant de prendre une décision. En fait, ça fait un peu plus de travail aux chargés de marché public puisqu'il faut entamer une procédure contradictoire pour confronter les prix proposés à la réalité de l'offre du secteur avant de prendre une décision in fine. Ça nous donne beaucoup plus de boulot lorsqu'on est en face d'une offre anormalement basse, mais ça permet aussi de nous former sur le tard et dans le dur pour pouvoir détecter ce genre de pratiques. Alors, Monsieur Yahi, dans l'exercice de votre fonction au quotidien, est-ce que vous avez déjà attribué une offre que vous avez regrettée plus tard? Parce que justement, vous n'avez pas eu ce flair-là qu'il fallait pour détecter tout à temps? Oui, je viens de dire qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui ne vous donnent pas la main pour aller détecter cette offre à normalement basse, qui ne permettent pas, parce que leurs procédures ne permettent pas d'écarter l'entreprise. Cela veut dire que même si l'offre est anormalement basse, vous êtes tenu de l'attribuer. Oui. Et vous assumez les conséquences. Et du fait que vous dites, on regrette après, puisque l'entreprise n'arrive jamais à exécuter les travaux. Et comment est-ce que l'autorité réagit plus tard? Non, je pense que c'est ça. Face à la réalité des choses. Non, c'est la réalité qui a fait qu'aujourd'hui, c'est résolu. Et la notion d'offre anormalement basse est prévue dans la procédure. Et qu'est-ce que ça stipule exactement? Ça permet quand même de finir. Je pense que ça permet de finir. Après avoir bien formé effectivement les spécialistes en passant des marchés à tous les niveaux, et sur ce fait, ça permet quand même de pouvoir détecter ces offres. Parce qu'il y a des... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité légale d'écarter ces genres d'offres. Ces genres d'offres, si après toutes les dispositions, toutes les formalités, il revient vraiment que cette offre est anormalement basse. Monsieur Zadi, bien sûr. Oui, je veux dire qu'il y a aussi une autre possibilité de pouvoir, j'ai envie de dire, encadrer la possibilité d'avoir des offres anormalement basses. Aujourd'hui, on a la possibilité, en amont de l'expression d'un besoin, de pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. C'est-à-dire qu'on consulte les entreprises, on a un besoin, on ne sait pas encore comment évaluer ce besoin, mais on va consulter les entreprises du secteur pour savoir ce qu'ils peuvent proposer éventuellement si on lançait un marché. C'est juste de l'information. Ça nous permet en fait de prendre un peu le pouls des prix proposés, de ce qui est proposé sur le plan technique, avant même d'écrire notre cahier des charges. De notre côté, en fonction des seuils, des procédures qu'on va lancer, on va mettre une partie de négociation dans notre procédure. C'est-à-dire qu'on va dire,
En fonction des offres reçues, on va négocier avec les 3 premiers qui ont été classés, par exemple. Donc ça permet d'entamer une vraie négociation avec chaque entreprise. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'une analyse d'offres, ce n'est pas une comparaison d'offres. Puisqu'on a un cahier des charges qui est bien précis, l'entreprise répond, on va analyser son offre en fonction des cahiers des charges. On ne va pas analyser son offre en fonction d'une autre offre. On ne compare pas les offres, on les analyse. La comparaison se fait par la notation qui est attribuée à chaque entreprise et en fonction des notations reçues, on va faire un classement qui sera normal et implicite. Mais à un moment donné, si on a cette possibilité d'offres anormalement basses, on sera obligé de comparer parce qu'on va faire une moyenne des offres, on va les comparer pour pouvoir détecter. C'est d'où la vigilance, d'où la formation, d'où la spécialisation pour pouvoir être en contact permanent avec les entreprises, prendre l'information en amont, pouvoir détecter l'offre anormalement basse en aval et pouvoir entamer cette procédure contradictoire qui permet, in fine, d'endiguer ce phénomène et de ne pas avoir des surprises au moment de l'exécution. Est-ce que ce genre de procédé ne piétine pas un peu la notion de concurrence libre? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce que le sourcing, c'est complètement en amont du besoin. C'est de l'anticipation en réalité. C'est de dire que dans 2-3 ans... Ça écarte quand même certaines entreprises. Ah non, c'est juste de la prise d'information. Après, on va lancer une procédure normale où tout le monde pourra soumissionner. Une procédure qui calque sur ce que vous auriez recueilli comme information auprès des entreprises qui étaient présentes. Oui, absolument. Mais celles qui n'étaient pas présentes... Elles n'ont même pas besoin d'être présentes, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de prendre l'offre d'une entreprise, il s'agit de prendre l'information sur le besoin. C'est tout. Mais on ne dira pas à l'entreprise ce qu'on veut faire. On dit, si on avait un besoin, comment vous répondez? C'est tout. Si on avait un besoin. Mais ceci dit, au moment d'élaborer notre cahier des charges, on ne va absolument pas citer d'entreprise ni citer de marque. On va citer des spécificités techniques que toute entreprise qui produit ce type de produit pourra soumissionner. C'est justement ça. C'est juste de la prise d'information. J'ai l'impression que c'est quand même une offre orientée. Ah, pas du tout. Oui, c'est même codifié aujourd'hui. Donc, je suis très à l'aise pour en parler. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous parce que je ne suis pas entièrement d'accord sur ce fait de consulter à l'amont, puisqu'il y a des études qui se font. Il y a des études qui se font qui aboutissent à des prix confidentiels. Parce qu'il y a des études qui se font à l'amont. À la place de ce que vous dites, il y a des études qui se font. Je veux acheter un matériel de BTP, par exemple, ou bien matériel électrique. Je demande à un spécialiste de faire les études, par rapport à mes besoins. Et il mène les investigations jusqu'à me faire donner le coût estimatif de ce dont j'ai besoin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On a déjà le coût, on sait déjà à combien il faut acheter avant de lancer. Mais là, on est vraiment dans la phase pré-lancement. Là, moi, je suis encore plus en amont que ça. La notion de sourcing, c'est de la prise d'informations auprès des entreprises qui font ce type de matériel que je vais acheter. C'est juste ça. C'est en réalité une façon de prendre l'information pour pouvoir évaluer mon propre besoin. C'est tout. C'est juste de la prise d'information et c'est complètement codifié aujourd'hui. Le sourcing est codifié, c'est un peu comme faire du benchmarking dans les entreprises commerciales, tout simplement. Voilà. Et l'acheteur public aujourd'hui a le droit de le faire. Ce qu'on appelle les procédures adaptées. En appel d'offres, on n'a pas le droit de le faire, mais dans les procédures adaptées, on peut le faire. Monsieur Yahi, mais ces entreprises que vous consultez à l'amont, est-ce que vous leur permettez de soumissionner après? Absolument. Voilà. Absolument. Ça va un peu contre les principes. On fait même mieux que ça. Est-ce que d'autres entreprises qui n'ont pas été consultées soumitionnent aussi? Bien sûr. Bien sûr. Et même, le sourcing, ça peut même faire l'objet d'un avis public à sourcing. C'est-à-dire qu'on publie un appel pour demander aux entreprises qu'on a besoin d'informations et n'importe qui peut. Absolument. On ne choisit pas les entreprises. Mais c'est vrai que pour des raisons beaucoup plus pratiques, on peut choisir une ou deux entreprises leaders du secteur pour avoir l'information. Voilà pourquoi je dis que
cette notion a l'air de piétiner la notion de concurrence. Pas du tout. Parce que la notion de concurrence... On a l'impression qu'on est en présence d'une offre totalement orientée. Pas du tout, ce n'est pas ça. Le soumissionnaire est déjà quelque peu choisi à l'avance. Alors, j'essaie de bien me faire comprendre. L'offre est rédigée en fonction de ce soumissionnaire. Mais là, on n'est pas au niveau de l'offre. On n'est absolument pas au niveau de l'offre. Oui, ni même au niveau de la consultation. Oui, on va en venir. Mais sauf qu'on prend d'abord l'information. Imaginez, je suis un nouvel entrepreneur. Parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je suis un nouvel entrepreneur. Je compte, par exemple, installer une station-service. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais j'ai un flair. Je me dis, dans le coin où je suis, il n'y a aucune station-service, j'ai envie de l'installer. Ça peut marcher. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir les entreprises qui ont l'habitude d'installer ce genre de trucs avant même de lancer mon offre. Donc, je vais prendre l'information avant de rédiger mon cahier des charges. C'est une façon juste de prendre l'information. C'est que de l'information et absolument rien. Il y a déjà un contact qui se crée. Bien sûr. Exactement. Le contact n'est pas interdit, hein, attention. Le contact n'est absolument pas interdit. Qui peut aboutir à une complicité. Hein, Exactement. Alors, je crois qu'il faut sortir de cette logique de complicité qu'on avait avant par rapport au marché. Aujourd'hui, un acheteur public, c'est un professionnel de l'achat. D'accord? Être en contact avec une entreprise, ce n'est absolument pas illégal. Le plus important, c'est que l'acheteur public puisse ça peut créer des affinités. Mais bien sûr que ça. Parce que vous croyez qu'il n'y a jamais d'affinité entre les acheteurs et les entreprises? Mais là, ça va contre l'équité. Ah non, c'est pas une question d'équité. Ça va contre l'équité. Le principe, c'est la libre concurrence. Le principe, c'est le fait que toute entreprise puisse être traitée de façon égale en fonction d'une procédure qui a été établie en amont. À partir de ces deux principes-là, alors là, n'importe qui peut faire une offre. On peut faire les choses en amont, on peut faire les choses à l'aval. Le plus important, c'est de respecter ce qui est dans le règlement de consultation. En tout cas, comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, la notion d'offre anormalement basse, elle est tellement vaste, tellement passionnante qu'on n'en finira jamais d'en parler. Je remercie encore une fois nos invités d'être venus débattre de ce sujet avec nous. Je rappelle que j'étais avec M. Patrick Dadi, il est un expert en marché public, et avec M. Jean-Marie Iyayi, lui, il est le chargé de la cellule, il est le chef de la cellule de passation des marchés à l'AGETIP BENA. AGETIP BENA qui veut dire Agence de gestion des travaux d'intérêt public. Encore une fois, merci messieurs d'être passés sur SICA et à très bientôt. À bientôt, Madame Amansou.